Bonjour et bienvenue dans votre podcast Énergie en clair, le podcast de l'équipe Affaires publiques de la CFE Énergie. Je suis Romain Dargent, délégué fédéral en charge des questions européennes et internationales. Et nous avons le plaisir de partager ce moment avec André Palus, secrétaire national en charge des affaires publiques et institutionnelles. Alors, aujourd'hui, on explore un sujet assez technique, mais crucial pour la compréhension de nos systèmes énergétiques. Le grand blackout en Espagne et au Portugal du 28 avril 2025. On va s'appuyer pour ça sur une analyse complète effectuée par la CFE Énergie, elle-même basée sur le premier rapport, même s'il est un peu censuré, de l'enquête espagnole. Souvenez-vous, le 28 avril 2025, à 12h30, tout s'arrête. L'Espagne plonge dans le noir. Un blackout électrique massif frappe plusieurs régions du pays pendant des heures. Un événement rare aux conséquences lourdes. Dans tout le sud-ouest de l'Europe, en France, en Espagne, au Portugal, en Andorre, cet événement viendra paralyser des régions entières avec des conséquences européennes qui relancent les débats sur la résilience énergétique du continent. Alors, André, si tu le veux bien, plongeons au cœur de cet événement. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de décortiquer la chaîne des événements, comprendre ce qui a mené à cet incident, surtout dans le contexte actuel d'intégration massive des moyens de production renouvelables et des évolutions du marché. Mais d'abord, peut-être, nous pourrions saluer le professionnalisme des équipes sur le terrain espagnol, portugais et français qui se sont mobilisés pendant la crise. Il est important, dans un premier temps, de souligner que le rapport espagnol, bien qu'au demeurant complet, présente quelques trous. Une analyse donc partielle à quelques égards, mais on va se concentrer sur ce qu'on sait, sur les faits objectifs, sur ce qui s'est passé concrètement sur le réseau ce jour-là. Alors, justement, les faits. Le réseau ibérique a vraiment subi de fortes secousses, et c'est rien de le dire. Il faut imaginer des fluctuations de tension assez critiques. On a vu des pics à 456 kV sur le réseau très haute tension, alors qu'elle est normalement à 400 kV. C'est énorme. Oui, et dans le même temps, la fréquence du réseau, qui se doit être hyper stable, elle, s'est mise à osciller, un peu comme des vagues d'énergie. On a observé des oscillations à 0,2 Hz, qui sont connues en Europe, mais surtout des oscillations à 0,6. Et celle-là, à 0,6 Hz, elle est plus particulière, parce qu'on ne l'avait jamais vue avant, et que l'enquête l'a directement reliée à une installation photovoltaïque spécifique. Le gestionnaire espagnol a bien tenté de réagir, il a renforcé le maillage du réseau. En gros, ils ont connecté plus de lignes, ça a calmé la fréquence, mais paradoxalement, ça a fait encore plus monter la tension. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que très peu de consommation. Et les lignes étant très peu chargées, elles étaient comme vides, si vous voulez. Ah oui, je comprends bien. Et ça nous amène donc justement au rôle des moyens de production renouvelables. L'Espagne en a beaucoup, presque 30 gigawatts de capacité solaire installée et 31 gigawatts d'éolien début 2025. Donc dis-moi André, comment ces capacités ont impacté la situation? Parce que c'est peut-être le point central finalement. Eh bien, quand vous avez beaucoup de production décentralisée, solaire et éolienne, et peu de consommation, les lignes haute tension changent de comportement. Elles deviennent ce qu'on appelle capacitives, c'est-à-dire qu'elles se mettent à générer de l'énergie réactive. C'est une forme d'énergie un peu spéciale qui circule dans les réseaux électriques, qui est inévitable et qui peut générer des surtensions. Si tu veux, Romain, c'est un peu comme la pression dans un tuyau d'eau. Trop de cette puissance réactive et la tension monte, monte dangereusement. Et je crois savoir que le gestionnaire espagnol, REE, le savait. D'ailleurs, il avait déconnecté déjà certaines lignes préventivement pour éviter ce phénomène. Donc, on comprend que le réseau lui-même réagit physiquement. Et les installations solaires et éoliennes, elles, comment ont-elles réagi? Alors, leurs équipements, notamment les onduleurs, ces boîtiers qui transforment le courant continu des panneaux solaires ou des éoliennes en courant alternatif pour le réseau, ont aussi joué un rôle face aux oscillations de fréquence et de tension. Beaucoup se sont mis en sécurité. On pourra dire que c'est normal, mais ces boîtiers ont réagi un peu trop rapidement plutôt que de soutenir le système électrique. Ça a provoqué une déconnexion assez brutale d'environ 1200 mégawatts. Puis la reconnexion rapide, juste après. Ce yo-yo, cette chute, puis ce retour de production, ça a rajouté des perturbations, ça a encore déstabilisé la tension sur le réseau. Ah oui, donc on comprend bien que le réseau était soumis à des chocs venant de plusieurs côtés. Mais
Il y a un autre sujet qui semble avoir été déterminant, le marché de l'électricité. On en parle souvent. Mais dans ce cas précis, n'a-t-il pas été un peu déstabilisateur? Totalement, Romain. Juste avant l'incident, les prix sur le marché étaient très bas, parfois même négatifs, genre moins 10 euros du mégawattheure en intrajournalier. Ça signalait clairement un surplus énorme de production par rapport à la demande. Et les signaux de prix très bas ont conduit à une baisse extrêmement rapide de la production solaire. On parle de 900 mégawatts retirés en peine 10 minutes. Alors qu'en fait, on s'attendait plutôt à une hausse de 2000 mégawatts à ce moment-là en prévisionnel. Et cette chute brutale, eh bien, elle a contribué au déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc la question qui se pose, c'est celle du rythme de ce marché. Le fait que depuis mars 2025, le marché de l'électricité fonctionne avec un prix différent toutes les 15 minutes. Et chaque variation de prix peut provoquer des variations de la puissance produite. En quelques instants. C'est quasiment instantané pour le solaire. Le rôle de ce marché, avec 96 prix différents par jour, c'est une des grosses interrogations soulevées par le rapport. Ces signaux de marché, très fréquents donc toutes les 15 minutes, induisent des variations de production trop rapides, trop brutales pour que la physique du réseau et les autres moyens de production puissent suivre. Enfin, là on le voit bien, il y a un conflit entre la logique économique très rapide du marché et la logique physique du réseau qui a besoin de stabilité. D'ailleurs, la commission d'enquête espagnole suggère de réévaluer ce passage au quart d'heure avec la Commission européenne et l'ACER, l'Agence européenne des régulateurs. Bon, une autre question, André. Au-delà des renouvelables et du marché, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont empiré les choses? Alors oui, tout à fait. L'interconnexion, par exemple, la capacité d'interconnexion limitée de l'Espagne et du Portugal avec le reste de l'Europe est mentionnée. Le rapport espagnol suggère que plus d'interconnexions aurait peut-être aidé à absorber le choc. Pour autant, attention, pour la CFE Énergie, nous apportons une nuance importante. Plus d'interconnexions, c'est aussi un risque de propagation plus large d'un incident. D'ailleurs, on l'a vu. Un réacteur nucléaire en France, à Golfech, a dû être mis à l'arrêt à cause des perturbations venues d'Espagne. C'est donc à double tranchant. Oui à la solidarité, non à l'affaiblissement de la robustesse de nos réseaux et au risque de contamination d'un réseau malade. Ce risque est faible, mais il existe d'ailleurs. Les systèmes de protection français ont bien réagi, évitant un effet domino. Intéressant. Et il y a eu aussi, je crois, des problèmes liés à certains réseaux privés et au comportement même des équipements sur le réseau. Effectivement, le rapport pointe un manque de visibilité et de contrôle sur certains réseaux espagnols, dits privés, qui se sont développés parce que les producteurs trouvaient que l'électricien espagnol n'allait pas assez vite pour les brancher sur le réseau. La gestion de ces réseaux privés, parfois défaillantes, a contribué aux problèmes de tension haute. Et puis côté équipement, on a vu des protections sur certaines centrales qui étaient mal réglées et qui ont déconnecté trop vite. Des centrales classiques, nucléaires ou à gaz, qui n'ont pas joué leur rôle d'absorbeur de puissance réactive, voire qui en ont produit, aggravant les surtensions. Il y a aussi eu des échecs de Black Star, c'est-à-dire la capacité de certaines centrales à redémarrer toutes seules, sans l'aide du réseau, et enfin des problèmes de communication et de téléconduite pendant la phase de reprise, ce qui a ralenti le retour à la normale. Malgré tout, REE, le gestionnaire espagnol, a pris des mesures depuis. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent un mode de fonctionnement renforcé, en gros, davantage de surveillance de la tension, des actions pour lisser les variations trop rapides du photovoltaïque, et ça semble depuis avoir amélioré la stabilité. Ah, c'est déjà rassurant. Bon, merci André pour tous ces éléments. Ça nous apporte une vision très claire sur la chaîne des événements. Ce que ça montre aussi, c'est la complexité extrême de la gestion d'un réseau électrique aujourd'hui. Mais si on devait résumer, quelles leçons peut-on tirer de ce blackout? Déjà, il faut attendre la fin de toutes les investigations, notamment au niveau européen. Mais tu sais, c'est une sorte de balai très fin, entre énormément de facteurs, la production renouvelable massive mais variable, les signaux d'un marché hyper rapide, la physique même des lignes et des transformateurs, les réglages de milliers d'équipements différents et même l'organisation des petits réseaux privés. Maintenir l'équilibre et la stabilité de tout ça, c'est un défi constant et un défi qui évolue sans cesse
avec la transition énergétique. Et ça nous laisse effectivement matière à réfléchir. Effectivement. Alors qu'on veut plus de renouvelables, plus d'interconnexions, cet événement pose une question assez fondamentale, non? Est-ce que nos structures actuelles, que ce soit les règles du marché ou la façon dont on gère techniquement le réseau, sont vraiment prêtes pour cette complexité croissante, pour ces nouveaux risques? Ou est-ce qu'il va falloir repenser certains paradigmes pour garantir la sécurité de notre approvisionnement électrique? Voilà une question ouverte, mais essentielle pour l'avenir. C'est en partie à cette question à laquelle nous répondrons à travers le podcast dédié au réseau électrique et la vision de la CFE Énergie. Vision que nous avons eu l'opportunité de partager à la Commission européenne. Merci André pour tes réponses. C'était Énergie en clair avec Romain Dargent et André Palu, le podcast de l'équipe Affaires publiques de la CFE Énergie. Nous vous donnons désormais rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music ou encore SoundCloud. N'hésitez pas à revenir vers nous en cas de questions et à très bientôt.